Et bienvenue à tous sur notre nouveau podcast, Pot de miel, organisé par Habile. Et avant de commencer ce podcast, je voulais remercier chaleureusement Montréal Cowork qui nous prête son studio de podcast, fraîchement équipé. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour pour voir tout ça. Et aujourd'hui, le thème sera le recrutement dans la tech, dans l'IT, dans les TI, ça dépend dans quel pays on le prononce. Et donc en situation de pénurie de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir 3 invités. Je vais peut-être les laisser se présenter un à un. Peut-être Francis en premier. Merci de me passer la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Francis, j'aide Vianney pour tout ce qui est d'une part développement commercial, mais aussi recrutement pour notre bureau montréalais. Et puis ça fait maintenant presque un an que j'ai rejoint la Ruche montréalaise, et puis c'est ça. Ok, moi salut à tous, moi c'est Alex. Moi je travaille pour la compagnie Best Logic où je suis team lead en fait dans le département AI qu'on est en train de lancer en ce moment. Et je fais beaucoup de recrutement parce que j'aime ça, puis parce qu'on m'a demandé d'aider aussi là-dessus, donc c'est cool d'en parler. Donc voilà, ça fait plaisir. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi c'est Boris, je travaille pour Decathlon depuis 4 ans et j'occupe le rôle pareil de team lead ou CTO dépendamment de l'appellation. Et comme vous tous, beaucoup confrontés à des problématiques de recrutement. Cool. Donc ouais, c'est un thème sur lequel je pense qu'on pourra en parler des heures et des heures. On n'a qu'une demi-heure devant nous, donc ça va être un petit peu court, mais on va essayer de parler avec nos backgrounds différents aussi, puisque autour de la table il y a des personnes qui ont un profil plus business, d'autres plus recrutement, d'autres vraiment tech, management tech aussi. Donc c'est vraiment intéressant aussi de voir nos différents points de vue autour de ce sujet. Et justement, l'une des premières questions qui me venait, c'est est-ce que la pénurie, elle est vraiment là? On parle de pénurie dans la tech. Je pense qu'à Montréal, c'est un vrai sujet. On entend ça sur les lèvres de tous les recruteurs aujourd'hui, et d'ailleurs de tous les profils tech aussi. Et donc, c'est vrai que j'ai reçu la question d'un des développeurs de notre équipe qui nous disait, mais en fait, on voit des profils juniors et des profils un peu plus seniors qui ont du mal à trouver un travail aujourd'hui. Il pensait aussi aux gens qui sortent de bootcamp, par exemple. Il disait, mais en fait, s'il y avait vraiment une pénurie, les entreprises, elles recruteraient ces profils-là. Donc, je balance un peu ça comme un pavé dans la mare, mais c'est quoi un peu votre avis là-dessus? Vaste question, je commence vite fait. Pénurie, ça dépend dans quel domaine. Moi, je sais qu'on a beaucoup de mal à trouver des profils plus expérimentés. C'est ça, c'est des juniors, il y en a beaucoup. Comme tu disais justement, il y a plein d'organismes en fait de reconversion, type bootcamp et autres. Après, tous les profils qui sortent de ce type de formation sont pas toujours au point. Même, on va dire qu'il y a un pourcentage qui est assez variable, mais que moi je pense à mes yeux pas très élevé. Et c'est ça aussi où les compagnies cherchent à se développer vite, surtout à Montréal où ça fait pas longtemps que la ville est aussi forte économiquement et donc avec cette demande-là. Donc toutes les compagnies veulent aller vite et avoir des gens avec avec de l'expérience. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que c'est pas en phase. Le marché n'est pas en phase avec la demande. D'où cette pénurie. Ouais, je partage aussi cette analyse-là. Moi, je prendrais l'angle des signaux qu'on voit. C'est vrai que c'est à la question, répondre à une question simple par une réponse simple, je pense que c'est un piège, mais pour amener des éléments de réponse, ce qu'on peut voir, nous, c'est quand même une difficulté à fidéliser aussi, quand même pas mal le staff, les équipes qu'on a de manière vraiment d'un point de vue de compagnie Decathlon, comme c'est le cas chez plein d'autres. La culture est forte, donc c'est quand même un élément assez important de rétention du public à qui on s'adresse. En revanche, on voit les signaux que je peux très clairement voir, ça peut être la surenchère lors de négociations de salaire, ça c'est clair et net. Ça se voit autant avec des candidatures plutôt spontanées ou qui répondent à une offre qui est publiée, tant qu'avec des agences de recrutement aussi où clairement depuis 4-5 ans de ma jeune existence montréalaise, je vois le taux qui est quand même le taux horaire qui augmente quand même assez rapidement. Ce qui me fait dire mécaniquement que y a une offre et une demande qui se déséquilibre un petit peu. Voilà.
Ouais, puis pour rajouter là-dessus, au niveau des indices qui nous indiquent justement cette réalité-là, tu as parlé de la surenchère au niveau des salaires, mais j'ai échangé avec certains de nos partenaires aussi dans le domaine de la consultation, puis ils disaient comme quoi il y avait certains profils, certains types de candidats qui avaient 2-3 ans d'expérience. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, c'était très difficile de les placer en tant que consultants au sein de certaines entreprises. Et maintenant, c'était que les profils avec 5-6 ans d'expérience qui vraiment œuvraient en consultation. Puis dans les dernières années, ben tu as des profils de plus en plus jeunes qui sont facilement plaçables au sein de différentes entreprises, ce qui reflète le fait qu'il manque de main-d'œuvre puis que les entreprises sont définitivement prêtes à travailler avec des consultants de moins en moins expérimentés. Ouais, non, c'est pour boucher les trous, en fait. On va prendre des gens qui vont pas répondre aux besoins parce qu'il n'y a pas le choix. C'est ça, on est confronté à ça chaque jour et c'est problématique. C'est pour ça aussi qu'on va pas évoluer comme on veut, que nos projets vont avoir des résultats moins bons, moins vite, parce que puis la fidélisation, ce que tu disais, c'est intéressant. Mais avec un consultant fidélisé, c'est aussi un peu plus compliqué. Donc ça, il y a tout cet écosystème qui doit s'équilibrer, je pense, qui est nouveau, qui est parti très vite. Il faut que ça s'équilibre. Bah, on est obligé aussi d'aller chercher plus loin. Rétrospectivement, je sais qu'il y a encore, ça dépend des contextes d'entreprise, à quel stade de développement on est, de construction d'équipe et donc de culture, mais il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé, on était vraiment sur une problématique de construire un esprit, une culture, etc. Et donc, on partait beaucoup du principe que, c'est toujours le cas, que d'avoir des permanents, c'est un engagement sur le long terme. Force est de constater que à l'heure actuelle, on se tourne de plus en plus vers des contractants, voire aussi des gens. On ouvre des possibilités dans la mesure du possible, sur le même fuseau, mais à d'autres pays. Donc, travailler avec quelqu'un en étant à Montréal, basé au Brésil, au Chili, au Mexique, c'est une possibilité. Ce qui est envisagé beaucoup plus dans les mœurs et qui s'est fait de manière naturelle et par le Covid et et du fait de déséquilibre là. Ouais, c'est vrai que le Covid aide pas aussi là-dedans, quoi, justement. Ouais. Et alors que le milieu de la tech a bien vécu c'est entre guillemets bien vécu, hein, bien sûr, cette crise où il y a plus de jobs en fait. Pour nous, on a de la chance dans ce domaine. Mais ouais, c'est ça qui joue aussi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a vu ça aussi. On a vu un peu une transition nous dans notre domaine en 2 ans là. Maintenant, on a des bureaux au Canada, en France et au Japon. Et c'est vrai qu'avant on dissociait pas mal les activités, c'était dur pour une entreprise française de dire bah ok on a un développeur à Montréal qui est disponible, il est motivé par votre projet, mais tu sais il y avait souvent un peu une barrière de bah oui mais on veut qu'il soit là au moins 2-3 jours par semaine. On sent qu'il y a ces barrières-là qui sont en train de se lever et donc on fait des projets de plus en plus multi-pays. Entre le Japon, la France et le Canada, et je trouve ça assez cool parce que ça crée des belles synergies pour rebondir sur ce que tu disais Boris par rapport au Brésil. Ouais. Donc, ouais. Nous ça se traduit aussi par l'ouverture de bureaux internationaux aussi qui sont c'est le cas ici au Canada avec des équipes qui sont locales mais travaillant pour un projet international en plus des équipes qui travaillent pour un projet canadien ou très local. Et je rajouterais ça que c'est pas ce phénomène il existe, il est bien réel dans d'autres pays, d'autres villes. Bon, je pense notamment à la France, exemple en tête où je travaille pour une compagnie qui est obligée, mais vraiment pour répondre aux problématiques de recrutement, d'ouvrir des bureaux dans d'autres villes, d'autres pays en fait. Par rapport à l'expansion traditionnelle qu'on avait juste pour répondre aux besoins de recrutement de profil tech. Donc c'est une réalité. Et vous pensez quoi de l'influence aussi de l'immigration, enfin de la difficulté d'immigrer? Moi, je suis en plein dans le processus, je viens d'y arriver justement, c'est pour ça que j'en parle. J'ai une petite dent contre l'immigration québécoise. Ah oui, oui. Pas le seul. Mais tu sais, nous, là, on en vient quand même aussi, justement, on a un profil qu'on a recruté au Brésil qui doit attendre son visa. Par exemple, alors qu'il y a de main-d'œuvre qualifiée dans le monde qui veut venir au Québec. Mais moi, je trouve que la difficulté d'arriver au Québec, même comparé à l'Ontario, où c'est, Ontario, une résidence permanente, c'est 6 mois. Ici, c'est 3 ans. Ouais. Je veux pas critiquer, hein. Je sais pas qui écoutera ce podcast. Mais bon, je veux pas critiquer, mais un petit peu quand même. Je pense que ça, c'est un énorme frein. Et si ça évolue pas au Québec,
ça va prendre du retard en fait. Ouais, tant que la boîte de Pandore est en train de s'ouvrir, nous on a clairement des gens dont je ne citerai pas le nom qui sont allés faire leur RP en Ontario pour ensuite revenir au Québec par Exactement. exemple. Avec c'est quand même des logiques. Quand tu penses, tu te dis il y a bizarre comme façon de faire compte tenu du contexte. Ouais, puis je pense que la Covid n'a pas amélioré les choses. Nous, on est vraiment en plein dans ces sujets d'immigration puisque on recrute un peu partout dans le monde et on fait différents permis. On fait des VIE pour ceux qui connaissent en France, des jeunes pros, des EIMT, mobilité francophone pour Toronto. Et c'est vrai que le IMT, si je prends un exemple de permis, on est passé de 3 mois à aujourd'hui 7 à 8 mois quoi. Donc c'est vrai que ça rallonge les process de recrutement. En tant qu'entreprise, c'est sûr que c'est beaucoup de difficultés en plus, d'attendre, de vérifier que le candidat est toujours motivé après 8 mois pour nous rejoindre. Voilà, Ton donc client attend ton profil aussi. Alors ouais, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Avant, on le faisait pas. Avant, on trouvait pas de projet avant que la personne arrive. On le trouvait sur place. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des clients qui nous font confiance. Et c'est vrai qu'on croise les doigts chaque mois pour que le permis soit accepté. Donc oui, c'est sûr que c'est des vrais sujets. Et c'est vrai que le Québec, et je pense qu'avec la Covid en plus, ça a pas facilité les process, quoi. C'est vraiment très long. Ouais. Il manque quelqu'un de l'IRCC autour de la table, là. Non, ce serait intéressant. Non, mais ça vous la voit peut-être avec une volonté politique différente. Peut-être que ça pourrait arranger un petit peu les choses, quoi. Moi, c'est ce que je pense. Ouais, surtout dans un contexte où toutes les provinces voisines sont beaucoup plus efficaces, ça crée un gros décalage entre ta capacité d'attirer des immigrants versus les autres, donc non, ça crée un gros déséquilibre, là, d'où le fait d'améliorer la situation. Ok, puis j'avais aussi une question que je trouve intéressante. Si je me mets à la place d'un candidat, justement, on parlait de profil junior, qui a pas beaucoup d'expérience, comment je fais pour bien me vendre auprès d'un recruteur ou d'un tech lead, ou d'un, tu sais, il y a tous les profils là autour de la table. Je trouvais ça intéressant comme question. Comment est-ce que je peux faire pour faire valoir mes acquis, pour faire valoir le fait que peut-être je suis motivé à embarquer sur un projet, mais qu'il faut me faire confiance parce qu'il y a une montée en compétences à faire. Je vais peut-être commencer là-dessus. Je vais parler d'expérience personnelle parce que c'est un sujet qui m'a touché ou qui m'a touché il y a peut-être 5-6 ans, où je viens d'un background qui est pas académiquement tech, mais que j'ai toujours cultivé pendant mon temps perso depuis que j'ai 12 ans, à savoir concrètement le design, l'interface, l'implémentation à travers du front-end et aussi du back-end, parce qu'il y a un moment j'ai réalisé que avoir des interactions avec une base de données c'est sympa. Et donc je me suis retrouvé à un moment de ma carrière où j'avais une formation qui était très business administration, avec un penchant tech quand même que j'avais fait, mais qui était pas au niveau de ce qui était de ce que pouvait être un ingé de bac plus 5, enfin je parle en échelle française, mais bref, moi compris. Et donc pour en venir au point et à la question, je pense que montrer quand même une culture générale dans ce domaine-là, ça prouve quand même une curiosité hyper important, et autrement aussi montrer des projets perso. Je pense que c'est pour quelqu'un qui se reconvertit ou soit qui est junior, qui sort de l'école, arriver à montrer un GitHub avec déjà du code, que t'as fait quelque chose, que tu t'es cassé la tête sur un problème, que ce soit dans n'importe quel domaine de dev, je pense que c'est primordial. Sinon c'est vrai que ça peut sonner un peu creux. Ouais. Faut avoir des arguments pour. Moi, ça, j'aime bien parce qu'en fait, on a tous été il y a pas longtemps junior. Toi, c'était quoi, 5-6 ans, tu disais? Ouais, c'est ça. Moi, c'était il y a 3 ans. Toi, je pense, Francis, c'est encore plus jeune que ça. Ouais. Si il m'a compris. Moi, j'étais junior, voici, il y a 3 ans. Enfin, j'ai fait un bootcamp. Je suis sorti de là. Avant, j'ai une formation d'ingénieur de base. C'est vrai que ça m'aide beaucoup, mais je détestais le code. Jusqu'à ce que je fasse un bootcamp. Donc, aucun rapport, aucun sens, je sais. Si mon patron m'écoute, il le sait maintenant. Mais c'est juste que après, il faut arriver, quand on sort d'une formation courte comme ça aussi, se dire, ok, il faut se faire confiance. Moi, je me faisais absolument pas confiance parce que je me disais, je ne sais rien faire. Et effectivement, je ne savais rien faire. Imposteur, syndrome de l'imposteur. Mais en fait, il est vrai, ce syndrome, on en parle parce que c'est un peu un fourre-tout. Mais c'est vrai. Ouais. Et moi, si je dois donner conseil maintenant, ce que j'essaie de faire en entretien, c'est dire, fais-toi confiance, amène ta personnalité, qui fait quand même 50% du travail, parce qu'il y a une interaction, on veut que tu travailles avec toi. Et en général, enfin, dans la compagnie, on a toujours 2 semaines de formation, avec des développeurs qui nous donnent des cours,
avec un exercice tout le long, qui nous mettent en place, apprendre des équipes qui nous suivent. Et en fait, on apprend très vite comme ça. Donc en fait, il faut être prêt à apprendre. Et de dire, je sais peut-être pas rien faire, je suis junior, je suis là pour apprendre et tous les jours t'ouvres tout pour prendre des infos de partout, poser des questions, relancer, etc. Et je pense que c'est mieux même nous on aime bien prendre des juniors justement pour les entre guillemets formater à nos méthodes, à notre culture très importante et à notre niveau de qualité. Et moi c'est comme ça que ça marche avec les stagiaires, qu'on a 80% de notre effectif était stagiaire à la base en fait. Et c'est donc il faut une capacité d'apprentissage, d'adaptation assez forte quoi. Ouais, c'est sûr. Tu mentionnes le mode stage, rabaisser entre guillemets rabaisser ses attentes dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou même si tu galères un peu, commencer par un stage, je trouve pas ça. Non, c'est bien. Je trouve que ça fait du sens quoi pour se lancer. Surtout que c'est un statut qui est très respecté ici, Tout à fait, légalement, par les entreprises, par la hiérarchie. Je veux pas citer d'autres pays, vous me suivez, où c'est pas toujours la même chose. Mais voilà, donc ouais. Ouais, mais pour ma part, moi, un élément que je vais vraiment rechercher chez un junior, ça peut être une réponse classique, là, mais c'est est-ce qu'il va démontrer de la passion envers son métier? Parce qu'un jeune qui va vraiment être passionné, ben, il risque d'être beaucoup plus rigoureux, plus travaillant. Il risque de faire plus de veille technique, de s'intéresser à son métier, de passer plus de temps en dehors du cadre du travail pour enrichir ses connaissances. Ça risque d'être quelqu'un aussi qui, lorsqu'un de ses collègues a des pépins, ben va être porté à l'aider, à s'investir dans la communauté. Fait qu'en moyenne, c'est souvent un développeur, je trouve, qui va être plus compétent non seulement dans le court terme, mais aussi dans le long terme, puis qui risque de mieux s'intégrer à l'équipe. Donc, je pense que c'est un des aspects puis qui peut contrebalancer le manque d'expérience à certains niveaux. Au niveau de la personnalité de l'individu. Ouais. Mais il faut que l'entreprise, par contre, comprenne ce que c'est qu'un junior. Ouais. Ça, c'est toujours le truc. On attend un junior, c'est pas quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. C'est super important de savoir ça. Ça vient beaucoup avec la capacité d'accueil aussi, qui est, je pense, une question de timing, de cycle de vie des projets. Il y a certains projets sur lesquels vous êtes staffé avec 15 personnes, avec deux tech leads vraiment en capacité d'accueillir, et d'autres temps où c'est moins le cas. Je pense qu'il faut être lucide et surfer sur les moments forts justement pour faire entrer le maximum de stagiaires autant qu'on peut. C'est sûr. Ouais, c'est super intéressant ça, le momentum tech pour recruter au bon moment. Nous on le voit dans la consultation. Il y a des moments où c'est plus des moments de vie des cycles où c'est plus compliqué de recruter en effet des juniors. C'est intéressant ce que tu dis parce que ouais, on le voit de près. Vas-y, je t'en prie. C'est juste rapide en fait. Est-ce que les stagiaires sont intéressés par justement le consultant, par la consultation? Ouais. C'est une bonne question. C'est complexe. C'est complexe parce que nous on apporte une expertise, donc notre client il attend quand même de la personne, du service qu'on propose, que la personne soit autonome. Donc nous on recrute pas de stagiaires, par exemple, chez Habile. En revanche, Francis, j'ai bien compris. Ouais, non, Francis il est pas développeur. Des affaires. Non, ouais, développeur des affaires, c'est ça. Ouais. Non, mais par contre, voilà, en termes de profil tech, en revanche, on recrute des gens qui sortent d'école. On en a plusieurs dans l'équipe, qu'on fait un apprentissage. Donc ils savent déjà ce que c'est la vie en entreprise, qui ont appris à apprendre, j'aime bien ce terme, et qui peuvent être rapidement autonomes sur leur techno. Et nous derrière on va les accompagner avec du mentorat, du e-learning, on va les soutenir sur le projet, on va faire des suivis de projet fin aussi avec notre client pour que tout se passe bien. Notre client est au courant que voilà, telle personne sort d'école, qu'il a fait 3 ans d'apprentissage, il est ok avec ça, mais il faut un sorti d'école, il faut forcément qu'il ait fait qu'il ait quand même une expérience en entreprise en fait. C'est pour ça que j'encourage beaucoup moi les étudiants à faire des apprentissages. Je trouve ça vraiment top. Ouais, S'ils peuvent. Ouais. S'ils peuvent, bien sûr. Tu mets un pied dedans, clairement. Peut-être un autre conseil qui me passe par la tête, mais intéressant aussi, qui fait suite à ce que je disais, peut-être pour quelqu'un qui se cherche un premier emploi en tant que junior, aller creuser un petit peu dans la compagnie, se faire une idée, peut-être échanger avec des gens qui sont pas liés au poste que tu veux, mais être au fait des projets qui sont en cours, et arriver
t'arrives à avoir l'info qui te dit tiens là il y a un lancement de projet par exemple, ou là il y a un gros projet qui est en train d'être mené, c'est peut-être la porte à laquelle tu devrais aller toquer. S'informer, même connaître les valeurs de l'entreprise aussi, c'est très important voilà. ici. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, c'est intéressant justement en parlant de valeurs. Comment est-ce que vous vendez votre marque employeur quand vous recrutez des devs, Boris et Alex? Nous on le sait un petit peu chez Habile, donc Francis tu pourras le dire aussi après, mais moi je le sais déjà. Donc, mais c'est ça. Comment est-ce que vous arrivez en fait à parce que tu parlais tout à l'heure d'escalade des salaires, Boris. Je pense que dans un contexte de pénurie, c'est aussi dur de se différencier par rapport aux concurrents. Et comment est-ce qu'on fait comment est-ce que vous faites justement pour essayer tu parlais de culture forte chez Decathlon, de montrer c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre culture, c'est quoi votre marque employeur, qu'est-ce qui fait que les gens quand ils vont vous rejoindre, ils vont être à l'aise dans leur métier, ils vont être passionnés, ils vont avoir du sens dans ce qu'ils font. Je pense que c'est aussi le sens dans ce qu'on fait, c'est aussi je pense un sujet générationnel. Beaucoup de gens dans notre génération cherchent du sens dans leur travail. Comment est-ce que vous faites pour faire ressortir ça justement dans vos entretiens? Wow, vaste question. Je te laisse te débrouiller. Alors c'est sûr que déjà pour commencer mea culpa pour tous les RH professionnels de ce monde, on s'improvise un petit peu comme on peut. Ouais. Ça c'est une première chose. Déjà il y a, pour partir à la base, le RH c'est un métier. Il y a des gens qui font des études pour ça, qui sont formés et techniques, etc. Donc je prétends pas moi être un RH de métier. En revanche, j'évolue dans une structure, un projet, une compagnie qui est extrêmement responsabilisante et qui met la charge humaine sur chaque gestionnaire, etc. Autrement dit, concrètement, ça veut dire que on a des référents de ce domaine-là, mais la partie, on en parlait tout à l'heure juste avant, processus de recrutement, que ce soit de la création d'une description de poste à sa publication, premier screening des candidats, premier rendez-vous pour se faire une idée de la fibre humaine, jusqu'au test technique au cas échéant. Ben ça, on va le porter. Je l'ai fait à maintes reprises. Donc, pour reprendre la question, je dirais qu'il y a pas de formule magique. Vraiment, il y a c'est de la fibre humaine. Alors, certains RH vont mettre un cadre comme des mises en situation pour essayer de déceler les personnalités, les profils. On part toujours, par contre, on a toujours en tête, j'ai appelé, on a 4 valeurs piliers. On essaie de les avoir toujours en tête quand on va essayer de trouver des personnes. Ça passe nécessairement par, je dirais, en plus de la technique, d'un temps de discussion d'une demi-heure ou une heure, si ce n'est plus, ou autour d'une bière. Comme vraiment si on apprenait à connaître la personne, un ping-pong, une discussion, où l'idée, ce que je dis souvent, c'est que si à la fin d'une heure de conversation, j'aurais pas de problème à aller boire une bière avec cette personne, ou dans le cadre un peu plus corporate, aller courir, ou une partie de soccer par exemple. Décathlon, voilà. Ouais. Là, tu vois, on essaie de raccrocher les wagons un peu. Là je pense qu'il y a déjà une partie qui est là, qui est tangible. Voilà. Après c'est beaucoup de feeling, quoi. Ouais, le feeling, c'est ça. C'est vrai que quand tu dis RH c'est un métier, moi je vais pas l'apprendre, je serai jamais bon pour ça. Et puis moi j'ai de la chance d'avoir une personne qui fait ce travail-là dans ma compagnie, qui est, on va dire, passionnée par cette compagnie. Elle est attachée émotionnellement, donc elle fait aussi ce premier, on va dire, passage ce premier, pas entre guillemets, tri de gens, quand elle sent que ça va matcher, ça va fitter avec la compagnie. Et après, en général, on a un processus où peut-être 1 ou 2 devs à parler, on va se présenter, et en fait, limite, moi j'ai fait un entretien qui m'a marqué récemment avec une personne, plus par rôle de PO d'ailleurs. En fait, limite, c'est elle qui me faisait passer un entretien, pour que je puisse la convaincre. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, elle me challengeait sur mes projets, sur mes technologies. Je trouvais ça super intéressant, en fait, d'arriver à tourner ça dans ce sens-là aussi. Et parce que ça peut être, vraiment entre nous, ça peut être chiant, des fois, un entretien banal. Alors oui, comment tu fais pour rajouter une valeur dans un array, toi? Non, voilà, ça, c'est... Il faut arriver, en fait, à innover là-dessus, à sentir la personne, en fait. Et je pense qu'on se trompe beaucoup aussi.
Je pense Ouais, qu'on se trompe beaucoup. Ouais. C'est pas une... Je pense pas trop me tromper en disant que c'est pas du tout une science exacte, c'est sûr. le recrutement. Non, Et puis même si je pense que tu es formé là-dessus, que c'est ton métier, en l'occurrence c'est le vôtre beaucoup, je pense qu'il y a vraiment, pour le coup, il y a qu'en faisant que t'apprends et en te trompant de profil, quoi. tout à fait. Ce Ouais. qui- Qu'est-ce que t'en penses, toi, Francis, qui fait ça depuis 1 an de manière intensive? Ouais. Moi, je trouve que un des trucs qui fonctionne très bien chez nous, c'est que à l'heure de la numérisation des relations, puis où il y a beaucoup de télétravail, puis tout le monde travaille en distance, un des trucs que je trouve qui marche très bien, c'est le fait de partager des vraies relations, d'organiser des activités, d'aller à la rencontre des autres, de développer des vraies affinités puis des amitiés avec les gens avec qui tu travailles. Puis effectivement, comme tu l'as mentionné, il y a toujours quelqu'un sur le marché qui va payer plus cher pour un salaire, mais quand tu es capable de vraiment développer un sentiment d'appartenance envers ta boîte puis développer des amitiés, je pense que ça, c'est un des piliers qui fait en sorte que tu peux avoir une meilleure rétention puis tout simplement avoir une atmosphère de travail qui est plus agréable. Fait que je dirais que le retour au présentiel de manière ponctuelle, ça peut faire une différence. Ouais, puis pour rebondir un petit peu aussi sur ce que disait Boris, le recrutement, c'est pas du tout une science exacte, quoi. Et justement, on posait la question un petit peu, mais est-ce que vous faites des tests psychométriques? Est-ce que vous faites des tests de personnalité? Est-ce que... Et en fait, il y a des entreprises qui font, voilà, qui chacune à leur manière met en place des différents tests en fait pour essayer de voir si ça va fitter avec l'équipe, avec les valeurs, etc. Moi, c'est vrai que je marche beaucoup au feeling. Alors, faudrait peut-être pas que je marche qu'au feeling, mais c'est vrai que voilà, on fait. Moi, en fait, je me pose toujours la question de est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là au quotidien, à côté. Voilà, c'est déjà la première question que je me pose. Et ensuite, je me dis, ok, est-ce que il partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce que, mais pour moi, la personnalité, c'est primordial. Et puis après, il y a bien sûr tout le côté technique. Je pense qu'on va l'aborder après. Mais pour revenir sur le côté personnalité, quand tu disais c'est pas une science exacte, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que même un recruteur qui a 20 années d'expérience, il doit toujours rester super humble. Moi j'ai déjà, tu sais, dans les personnalités on parle souvent d'introverti, d'extraverti. Ouais. Moi j'ai souvent vu des personnes où je me disais ça va peut-être pas le faire, justement parce qu'il y avait une différence avec ma propre personnalité. Mais en fait, il y a plein de biais cognitifs que je peux avoir au moment de le recruter. Et en fait, une fois recruté, je me disais, waouh, mais quelle belle surprise, quoi. Non, mais c'est vrai, une belle personne qui apporte des belles choses dans l'équipe. Et je pense que c'est un vrai sujet, ouais. Bah, ça fait écho à ce que tu dis sur tes premières impressions et tes biais qui sont très importants. D'où l'importance dans un processus aussi. C'est peut-être une évidence que je veux dire, mais de faire participer pas un maximum de personnes, mais les bonnes personnes pendant le processus de recrutement. Donc, surtout sortir de son point de vue à soi qui est extrêmement biaisé. Voilà, avoir au minimum une seconde personne qui est capable de rebondir, ça me paraît être primordial. Participer des personnes qui ont envie de le faire aussi. J'ai envie de le faire. Ça, c'est aussi parce que tu vas voir tout de suite quand tu es face à quelqu'un qui a pas envie de te faire passer un entretien. Moi, en tant que candidat, j'ai déjà passé des entretiens comme ça. J'étais là, si je te dérange, je m'en vais. C'est pas un problème. Mais ça arrive aussi, quoi. Ça arrive. Et... Ok, je me casse. Ouais, il y a d'autres entreprises. Hein. Et justement, côté tech, c'est quoi vos manières de recruter? Alors là, ça m'intéresse parce que il y a tout. Il y en a qui envoient un test technique à faire en amont pour essayer de voir comment la personne va se débrouiller sur un test. Il y en a qui font du pair programming en direct. Il y en a qui font juste un échange. Ok, c'est quoi ton parcours? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur tes expériences? Qu'est-ce que tu as fait dans telle expérience? Qui vont un petit peu creuser sur le parcours professionnel. Nous, c'est très variable. Si je prends l'exemple d'Abil, sur une entrevue technique, on a des testeurs qui aiment faire du programming. J'en ai d'autres qui envoient des tests avant. J'en ai d'autres qui font un simple échange. Il y en a pas. Enfin voilà, nous on laisse pas mal d'autonomie à nos testeurs en fait. Et en même temps, c'est vrai que sur le marché, je le vois. Moi, j'ai des clients qui vont plus vite que d'autres. Parce que justement, ils regroupent tout en un échange. Moi, c'est vrai que je trouve ça pas mal en tant que recruteur, parce que le marché va très vite et qu'en fait, un développeur, si on lui envoie 10 tests à faire qui prennent une semaine, en fait, on le perd, quoi. Et voilà, c'est une question qui m'intéresse parce que je pense qu'il y a pas de réponse toute faite. C'est propre à chacun, mais ça m'a intéressé de savoir comment vous faites. Faut que ce soit rapide. T'as raison là-dessus. Qu'en plus, dans ce milieu-là, qui est dynamique, où il y a des offres de partout, faut quand même être rapide. Si tu commences à envoyer 3 tests techniques, faire 5 entretiens avec l'assistant du RH, du cuisinier, j'en sais rien, tu vois, ça sert à rien, ça va trop loin. Mais ouais, c'est intéressant le côté technique. Moi, c'est un peu avec l'UPA que je vais faire. Moi, j'ai
J'ai créé un test technique, parce que jusqu'à présent, on posait des questions techniques dans l'entretien et c'est tout. On s'est dit, peut-être faire un petit test technique, on l'envoie, on fait faire par la personne un exercice et voir ce qu'il rend. Puis en fait, moi j'en ai créé un, je me suis rendu compte qu'il était pas clair et qui était très orienté personne qui a fait un bootcamp avec le wagon, ce que j'ai fait en fait. Donc les profils du wagon, c'est un truc super. Les profils autres, c'est quelque chose de différent. Et donc c'est des collègues qui m'ont un peu challengé là-dessus, me disant marche pas ton truc. Et ouais, donc un groupe de personnes en fait, mélangeant des devs, RH, team lead, de la compagnie, en fait, ils ont créé une grille aussi avec des points à voir selon les différents niveaux pour structurer un peu tout ça en fait, et avoir en fait une base sur laquelle s'appuyer. Et je trouve que c'est pas mal quand même d'avoir du contenu comme ça. Et c'est quelque chose en plus où il nous fait une formation à nous qui faisons passer des entretiens sur cet outil-là. Et je trouve que en même temps c'est structuré, c'est sérieux en fait vraiment quoi. Et je pense qu'on on fait moins d'erreurs avec ça. Puis on met pas, tu sais, tu peux mettre mal à un candidat si tu lui envoies un test technique pourri quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il entend? Il y a rien qui marche. Je comprends pas ce qu'il raconte. Ouais, ça, c'était mon test à la base, quoi. Et d'ailleurs, tous mes collègues ont réussi à le faire, bravo. mais bon. Donc ouais, c'est bien de structurer, je pense. Ok. Et chez Decat, du coup, vous faites comment? Il y a pas de normes à proprement parler. C'est vraiment ça va être du cas par cas. J'entends cas par cas. Niveau de seniorité et doute ou pas. De temps en temps, le test il vient aussi pour éclaircir un doute. Ou exemple, ça peut arriver super personnalité. T'as des gens qui parlent aussi très très bien de tech, qui sont pas capables d'écrire vraiment. Donc arriver à déceler un petit peu ça quand t'as un doute. Ça c'est les premiers éléments. Il n'y a pas de test systématique. Les types de tests. Lié à la culture aussi où on essaye l'entrevue, en tout cas moi je suis convaincu que ça doit rester un moment relativement convivial, dans le sens où t'es là aussi pour rencontrer quelqu'un, discuter sans perdre l'exigence qu'il y a, mais relativement convivial. Donc le test du tableau blanc par exemple, je trouve ça un peu dur, par exemple, que tu peux avoir dans certaines tableaux blancs étant voici un problème, je veux que tu m'écrives le fonctionnement de parking lot par exemple au tableau, voilà, t'as 45 minutes et c'est un stylo, un tableau et t'écris tes fonctions à la main quoi. Wow. Donc ça c'était simplement écrire du code à la main en fait. Écrire du code à la main. J'ai jamais entendu parler de ça. Si, bah, ça arrive. Ok. Google l'a fait, je sais pas si le font encore par exemple, et d'autres boîtes le font aussi. Ça par exemple, c'est beaucoup moins dans l'esprit. En revanche, il peut y avoir je sais que j'ai moi à titre personnel j'aime bien le test à la maison par exemple. Ça peut être tiens, voici une API dans le cas d'un front développe-moi ce type d'interface avec des specs, ou dans le sens inverse, voici un petit problème, structure-moi une base de données par exemple, avec un petit temps un 48-72 heures pour le préparer, puis après il y a une code review, ça permet de voir la philosophie, la maîtrise du framework, du langage, etc. Et puis il peut y avoir aussi dans certains cas, plus pour des profils seniors qui vont être lead, qui vont être plus amenés à toucher de l'architecture, des tests de design d'architecture, où là typiquement c'est un truc c'est en live, c'est une discussion où je reprends l'exemple des places de stationnement, mais voilà, la problématique c'est on veut créer un software qui est capable de faire la gestion de places de stationnement. Donc on a 1h30 ensemble pour discuter de l'architecture. Donc ça va être ensemble déjà. Ce qui est intéressant de déceler, c'est la capacité de la personne à poser des questions, parce que une fois que le problème est posé, c'est tu vas chercher les specs, les requirements, oui, mais combien de places à 2 étages, est-ce qu'il y a des différences de taille de voiture, etc. Donc t'as une liste, puis après une deuxième phase où vraiment là tu dis voilà, du coup j'ai une table voiture, j'ai une table stationnement, une table size, je fais des jointures, etc. Et ça permet c'est pas méchant, comme il y a pas de bonne façon de faire en fait. Ouais. Tu peux avoir plusieurs approches, mais ça te permet vraiment. Comment? Pas de piège. Non, il y a pas de piège du tout. Et moi je suis moins fan de l'approche vraiment où tu poses un truc
où tu vas chercher C'est une autre époque, ça. Piège. ouais, le piège là. Ouais. Non, c'est moi la façon de faire. Et c'est intéressant quand tu remontes en fait le côté où tu vas demander à ton candidat de se justifier aussi. Tu vas voir, c'est ça qui est intéressant, c'est voir comment il va interagir en disant j'ai fait ce choix-là parce que, et il y a pas, je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvaise solution. C'est Non. juste que c'est la façon dont la personne va amener sa solution et puis aussi être ouvert au challenge de sa solution. Et toi, en tant que recruteur, tu vas challenger ce qui va t'emmener et tu vas dire pourquoi t'as fait ça, ça et ça, voir comment il réagit avec un respect total, hein, toujours, parce que là, on n'est pas à l'école. Voilà. Une mauvaise expérience d'école. Mais, ouais, je pense que c'est comme ça. Pareil, en fait, à travers ça, on va voir la personnalité. On revient à la question d'avant, en fait. Par le technique, on va trouver la personnalité de la personne. Est-ce que je veux travailler avec à la fin? Et ça marche. J'espère. Et c'est quoi les bonnes pratiques qu'on attend d'un bon dev? The question. Bah, ça dépend d'où, hein. En oui. fait, s'il y a plusieurs cultures, moi j'ai remarqué qu'il y a des cultures différentes selon où on est dans le monde. Ici, Nord-Amérique, c'est très porté sur la qualité. Donc vraiment, code propre, élégant, peut-être plus loin à développer. Alors t'as d'autres régions du monde, vers l'Europe, c'est plus lié à la productivité. En Asie, encore plus, productivité là, plus. Donc ça dépend. Je pense pas c'est le microcosme en fait tout est quoi. Ouais. Il faut tout de toute façon. Ouais, et puis ça dépend aussi comme bonne pratique, ça dépend du langage, de plein de choses, ouais, du framework, ouais, assez difficile à... Ouais. Mais si je parle par exemple de tests, de CI/CD, est-ce que c'est des choses que vous regardez chez un candidat quand vous le recrutez? Alors, pourquoi je dis ça? Ouais, il y a une raison. On va commencer par là. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, en tant que recruteurs, on passe par un premier en fait filtre quand on recrute quelqu'un. Même si on n'est pas tech, on n'est pas développeur, ni Francis ni moi. Si, j'ai déjà codé une landing page en HTML, CSS. Ok. Quand même, s'il vous plaît. C'est pas mal, hein, tu peux appliquer pour un stage. Ça suffit. Il y a une base. J'attends une proposition, Alexandre. Mais ouais, c'est ça. On a un premier questionnaire technique en fait justement pour regarder si la personne, le développeur, a mis en place ou dans ses précédentes expériences a pu faire des tests, toucher à de la CI/CD, peut-être pourquoi pas avoir fait un petit peu de DevOps, et ensuite bien sûr ça s'adapte à chaque langage, à chaque framework, etc. Ouais. Mais est-ce que vous aussi c'est des choses que vous regardez ou pas forcément en fait? Peut-être que c'est juste un truc de RH. Non, bah, ça dépend du besoin. Si tu vas avoir quelqu'un si tu recrutes un front, où tu sais qu'il y aura un besoin à 10% de back-end, t'as envie qu'il y ait une certaine curiosité, un appétit, quoi, pour ça. Après, moi, je le mets vraiment dans la case culture générale. Encore une fois, si tu cherches un développeur back-end, front-end, par exemple, t'as pas besoin, en principe, d'aller faire toutes tes pipelines de développement. T'as pas besoin d'un DevOps à 100%, mais avoir quand même pendant son temps libre, être allé voir comment AWS ou GCP fonctionnait, par exemple. Bah, c'est sûr que c'est un plus. Ça fait du bien. Enfin, ça alimente la conversation, quoi. Ouais, c'est un peu chercher la personne passionnée. Ouais. Tout simplement là-dessus. Ouais. Nous, on cherche pas mal de gens aussi qui font des microservices, qui s'y connaissent un peu ou qui sont intéressés à ça. Et c'est des questions, en fait, on va orienter un peu vers notre besoin là-dessus. Et après, si la personne a fait un peu de CI/CD, un peu de... Tu connais un peu hardware, ça c'est un truc qui peut être super intéressant. Une petite compagnie comme la nôtre, si quelqu'un s'est monté un ordi, c'est super intéressant aussi. Quoi. Déjà, on montre qu'il aime ça, et puis on en a besoin. Ce genre de profil, ça aide, quoi. Mais il n'y a pas de grille. Je pense pas qu'on ait des grilles comme vous, là-dessus. Et justement sur les possibilités d'évolution sur un projet, dans l'entreprise, est-ce que vous en parlez lors d'un recrutement? Est-ce que c'est des choses que vous abordez? En fait, nous on a la chance, on a un outil qu'on développe, qui va un peu chercher les passions d'un employé, qui en fait ça va être un questionnaire qui va un peu orienter donc la personne qui pose cette question, donc la direction vers les envies en fait de la personne. Donc ça c'est des choses qu'on fait déjà tourner au sein de l'entreprise. Ça c'est hyper intéressant. Et ouais, on a des gens qui sont... C'est in-house de l'EP. C'est développé chez vous. C'est notre produit qu'on est en train de commercialiser en plus. Là on est sur des phases. Même pour la rétention c'est génial quoi. Ouais, exactement. Et puis ça nous permet comme ça de savoir, tiens, on va avoir des exemples d'une personne qui est dev, puis répondre, je suis passionné par le UI UX.
Attends, on va commencer à lui parler, t'aimerais faire ça, vas-y, petit projet pour essayer. Paiement de formation, parfois. Ouais. Ok. Pour ouvrir la chose. Même aussi beaucoup pour le côté management, parce qu'on va, il y a des gens, on va même pas deviner qui sont intéressés par ça, puis en fait, ils font des super managers d'équipe. Grâce à ça, en fait. Ouais, c'est des trucs que tu peux pas déceler à travers des Office Vibe, par exemple. Non. Qui sont des outils de management, vraiment, qui sont, bon, on dérive un peu, mais qui sont quand même liés. Ouais, non, mais c'est intéressant. Mais, ouais, qui sont sur la récupération de feedback le pouls, quoi, de tes équipes, mais qui pas tant sur le développement, des skills, vraiment, des hard skills. Donc, Je trouve le côté d'être, tu sais, quand t'es sur une appli ou un logiciel pour ça, t'es pas face à une personne à entretien. Ouais. Donc t'es plus libre, plus anonyme. Ouais. Et puis même, justement aussi, comme il y a plus beaucoup de bureaux et moins de gens qui viennent au bureau, on voit moins ces choses-là. Donc faut quand même continuer. Tu sais, t'es plus tous les jours en contact avec les personnes. Tu vas pas voir, tiens, lui dans l'autre équipe, là, je vois qu'il mène son équipe. Peut-être ça pourrait être intéressant de lui dire, tiens, tu veux pas devenir lead? On voit plus ça. On peut plus, c'est sûr. avec la nouvelle façon de faire. Donc voilà, on a besoin d'outils comme ça, je pense. Puis vous adaptez dans le fond la formation, puis vous accompagnez vos développeurs à travers les données qui sont ressorties à travers cet outil-là. On essaie autant que possible, essayer, ouais, de te mettre, enfin, c'est un peu, de te mettre c'est un travail à la carte, en fait, en disant, lui, a envie de faire ça. Ok, une opportunité, je sais qu'il veut le faire. Et essayer d'être à l'écoute comme ça du besoin, parce que si un développeur est pas heureux, comme on revient au problématique initiale, quoi, le marché est tellement énorme qu'il s'en va. Donc voilà, il y a des projets des fois qui sont compliqués, les gens partent vite parce qu'ils sont compliqués à gérer, et c'est un échec dans ce moment-là. Je trouve ça super intéressant l'outil que vous avez développé. Nous, on a aussi mis en place une matrice de compétences. Bien ça. Ouais, c'est vraiment bien. En fait, quand on recrute quelqu'un, on essaie de voir dans chaque écosystème de techno où est-ce qu'il en est. Justement, bah, je prends au hasard un développeur JavaScript, allez, front-end React. Bah justement, en fait, qu'est-ce qu'il a dans l'écosystème JavaScript, où est-ce qu'il en est au niveau des tests, au niveau est-ce qu'il a fait un peu du UX UI, est-ce que comment il se débrouille, et en fait, en fonction de ça, est-ce qu'il a fait du Docker, du Kubernetes, enfin vraiment, on prend une matrice de manière vraiment élargie. Et avec lui, en fait, on va mettre en place des objectifs. Où est-ce que tu te vois dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi? Comment est-ce qu'on peut t'accompagner? Est-ce que tu peux faire du e-learning? Est-ce que on peut faire du mentorat? Est-ce qu'on peut payer une certification? Moi, il y en a pas mal dans l'équipe qui ont demandé récemment des certifications Scrum, sans pour autant vouloir être 100% Scrum, mais au moins avoir la certification. En DevOps aussi, souvent on regarde les certifications. Et je pense que ça participe aussi quand même à la rétention, des talents. Il y a un respect de la personne, tu vois, que tu t'intéresses à son évolution. Puis même, tu disais là, tes objectifs. Est-ce que derrière, vous mettez en place des suivis, du genre des évaluations, auto-évaluation aussi? Ouais. Je trouve l'auto-évaluation intéressante. Qu'est-ce que tu penses de toi? Ouais, le but c'est que la matrice, ce soit pas nous qui la contrôlions, c'est à lui ensuite d'être autonome et de la gérer lui-même, et que nous on fasse des suivis de temps en temps et qu'on puisse dire ok, où est-ce que t'en es, qu'est-ce que t'as envie de faire. Enfin, tu vois, c'est vraiment à son service, c'est pas. Puis tu combats l'anonymat en fait de l'employé. Tu montres qu'il a une vraie importance et que c'est pas du fake, quoi. C'est vrai, ça c'est important, je pense. C'est ce qu'on recherche. Notre nouvelle génération, un peu, j'ai envie de dire, on est moins marié à notre compagnie, notre grand groupe. Maintenant, on cherche d'autres choses, je pense. Ce genre de choses-là, de la reconnaissance, du respect, de l'évolution, du fun, quoi, je pense. Du fun, en fait, c'est important. Je pense que le fait de stagner, c'est quelque chose qui fait peur pas mal. Puis stagner derrière dans son petit bureau de 3 mètres carrés chez soi tout seul, ça peut vite être compliqué, je pense, au niveau moral. Je voulais que avec ton bureau qui monte et qui descend. C'est bien l'idée. Mais nous, je sais qu'on a un format hybride qui est à la fois qui a été mis en place plutôt récemment, et je dois avouer que c'est quand même une réussite. On a à la fois une plateforme de e-learning sur du hard skills qui s'appelle en l'occurrence Pluralsight. Que vous devez connaître. Parce ce qui est bien avec Pluralsight, je me permets, j'ai pas d'action chez Pluralsight. Bah non plus. On fait de la pub, mais bon. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des vraies certifications. Exactement. Nous, on utilise Udemy ou Udemy pour les Anglais, et Pluralsight. Et c'est vrai que Udemy, c'est pas mal. Il y a vraiment énormément de contenu. C'est vraiment génial. Et voilà, il faut choisir après. Nous, on crée notre propre parcours de formation justement
justement, en orientant vers les bonnes formations à faire. Et c'est vrai que Pluralsight, c'est cool. Je me permets de rebondir parce que on peut être certifié en fait. On a la certification. On peut le faire, ouais. Puis c'est moins touffu, j'ai l'impression quand même qu'un Udemy, mais avec une porte d'accès justement sur ces certifs et le peu de cours que j'ai pu prendre quand même assez bien ficelé. Ouais, c'est pas mal. Et en dehors de ça, il y a une plateforme un peu plus accessible à n'importe qui est beaucoup plus, je pense, qui est plus difficile à monter que du hard skills, parce qu'on le trouve sur des plateformes déjà existantes, qui est sur vraiment le soft skills, sur des formations de leadership, de management, par exemple, j'ai pu suivre récemment une formation, j'en attendais pas grand chose, mais je suis ressorti de là vraiment en ayant quelques 4-5 informations qui m'ont été utiles sur comment donner du feedback constructif, par exemple. Okay. Ouais. Des situations dans lesquelles tu te retrouves assez fréquemment, où tu dois dire à quelqu'un quelque chose et c'est pas forcément évident, tout le temps. Et le partir dans des banalités derrière. Oui, c'est bien, voilà, mais tu pourrais faire mieux. C'est pas constructif, ça. Non, c'est pas constructif. Mais voilà, l'écoute active, se positionner toujours dans avoir la posture de support, d'aide en permanence. Enfin, bref, ce genre de choses que t'acquiers soit en faisant. Et je pense que c'est bien d'avoir un petit boost aussi par des gens qui te donnent un 2 heures de training là, puis t'en parles plus, t'as les concepts de base en tête. Allier les deux, je pense que c'est important. C'est des choses qui sont dites en entretien aussi, qui percutent aussi aux candidats, clairement. Ouais, t'as raison que c'est important, parce qu'on va dire, en formation comme ça, on va tout de suite penser, disons, formation technique, je vais apprendre de nouveaux langages, de nouveaux frameworks. Ouais. Et je pense que c'est encore plus important, presque, d'avoir des formations comme ça. Moi, j'ai pu en suivre récemment aussi, ça m'a fait énormément de bien sur, comment gérer une équipe, comment gérer l'humain, comment véhiculer des valeurs, comment fidéliser les nouveaux employés, tout. C'est des choses qui... Ouais, j'ai aimé ces formations-là, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Ouais. Souvent, personnellement, plus si je suis totalement honnête, j'y vais un peu reculant, parce que ça me sort de mon quotidien, et je dis, voilà. Et puis à chaque fois, je ressors vraiment, la plupart du temps, assez conquis, que ça dépend beaucoup de l'interlocuteur qui est en face. Ouais. Mais non. Ça fait marcher d'autres parties de ton cerveau que t'es pas habitué, et en fait, c'est pas la case. Ça dérouille. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on a fait un autre podcast sur le sujet du tech lead, comment on passe de dev à tech lead. Et justement un des sujets qui est remonté, c'est que souvent t'as pas de formation humaine quand tu passes tech lead, et donc tu te retrouves en fait à coacher des gens alors que tu l'as jamais fait. Ça paraît normal puisque t'as la seniorité, t'es bon dans ce que tu fais, tu connais bien les technos, tu connais bien ton projet, donc allez, tu vas recruter, tu vas manager des gens. Ouais, mais en fait, j'ai jamais fait ça, donc c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant, de mettre en place ces formations-là et d'accompagner aussi des gens qui ont le désir de devenir tech lead, sur des formations managériales, sur comment être assis dans sa position de coach. Donc c'est intéressant. On n'apprend pas ça à l'école. Non, on n'apprend pas ça. J'ai fait une et école c'est dommage d'ailleurs. Et j'ai jamais appris l'humain, gérer les équipes et tout. Puis derrière, t'arrives et tu gères une équipe. Parce que c'est ce que ton employeur s'attend à ce que tu fasses. Alors toi, tu sais faire des équations, des machins, trucs qui servent à rien. Mais par contre, il y a un décalage comme ça avec le besoin. C'est vrai que ce serait cool s'il y a des écoles qui nous écoutent, que ce soit des bootcamps ou même des écoles d'ingé ou des écoles de dev ou n'importe quoi. Ouvrez-vous un peu là-dessus. Qui sont dans la formation, faire des cours de leadership, ce serait cool, quoi. Ça plairait aux étudiants, ça. Ouais, on voit ça surtout dans les écoles de commerce, mais ça pourrait être cool de mettre ça dans des écoles. Parce que j'imagine c'est pas une transition qui est facile à faire. J'ai souvent parlé avec des candidats qui étaient quand même seniors puis qui s'étaient lancés dans un nouveau poste de tech lead, puis malheureusement, ça m'est arrivé quelques fois que ça n'avait pas fonctionné parce que c'est des nouvelles compétences, c'était très focusé technique depuis de maintes années, puis là tu dois 50% de ton métier est rendu vraiment de la gestion, puis d'être avec des humains, des émotions, donc ça doit être pas toujours facile, j'imagine, de faire cette transition-là de technique à gestionnaire. Ouais. Ton terminal en général, il réagit mieux que des personnes. C'est sûr. Non, c'est vrai que c'est un vrai métier et on aurait, je pense, à gagner à mettre en place des formations comme ça. Et pour rebondir rapidement aussi sur on parlait tout à l'heure du coaching de carrière un peu. Ça, c'est vrai que c'est un truc moi qui m'intéresse parce que justement, je trouve que dans les interactions que je peux avoir avec des développeurs, souvent ils savent pas trop où ils vont. Et en fait, ils passent d'une expérience professionnelle à une autre.
je dirais en subissant, mais c'est un peu fort comme terme, mais en gros en s'adaptant à chaque projet, mais sans se dire ok, qu'est-ce que je veux faire comme techno, comment est-ce que je construis mon parcours de carrière. Et ça aussi, je pense que ça pourrait être des cours intéressants, tu sais, en école, de se dire ok, quelle saveur je veux donner à mon parcours professionnel, vers quelle techno j'ai envie de me diriger. Et souvent ils sont droppés dans le marché du travail, ils prennent un premier projet, puis bon, go with the flow là, comme on dit. Mais ce serait presque un cours de maturité là-dessus, en gros. Maturité professionnelle, ouais, c'est ça. Parce que tu peux pas partir dans tous les sens. Ouais. Mais en même temps, tu peux pas demander à quelqu'un de 18 ans, bah dis-moi où tu veux être à 50 ans. Non, C'est pas possible. Mais ouais. Une fois dans la vie active, je pense qu'il y a des grands axes qui peuvent se dessiner. Tu peux avoir un penchant plus technologique, à savoir j'ai absolument envie de travailler avec telle techno, peu importe le projet sur lequel je me trouve. Et il y a d'autres personnes qui ont plus un attrait, la fibre produit, j'entends produit au sens large, c'est pas du hardware, du soft, etc. Mais qui vont accorder de l'importance à ce qu'ils vont vraiment créer derrière. C'est des questions à se poser, je pense aussi. Ça permet de t'orienter sur une industrie, des projets en particulier. Intéressant. Mais écoutez, messieurs, on a largement dépassé le temps. C'était sûr. Mais en même temps, la conversation était agréable, donc on s'est fait plaisir. Hein, c'est aussi ça, les podcasts. Donc un grand merci. Peut-être un petit dernier mot, mais un grand merci à chacun en tout cas d'avoir participé. Puis Un petit dernier mot comme ça improvisé. Compliqué. Non, je pense qu'il y a tout à faire là en tout cas dans le cosmos, le microcosme j'y arrivé de Montréal. Il y a plein d'opportunités. En plus c'est une ville qui va exploser. Je vous en parlais tout à l'heure là, au niveau intelligence artificielle par exemple, c'est une ville qui va exploser, c'est sûr. C'est en voie. Donc ouais, je pense qu'il y a un bel avenir pour nous et pour ceux qui viennent là. Ben, un peu dans la même lignée, honnêtement, il y a tellement de potentiel à Montréal, puis je pense que il y a beaucoup d'enjeux importants puis intéressants qui ont été soulevés, là. Je sais pas comment le Québec va être capable de s'ajuster par rapport à cette pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, on avait assisté à une conférence en octobre passé à Montréal Connect, puis il disait comme quoi au Canada, dans les 10 prochaines années, il allait manquer des dizaines de milliers d'emplois pour dans le domaine de la tech. Donc il va vraiment avoir cette pénurie de main-d'œuvre, c'est que le début de ce que j'ai compris. Donc de voir comment on va être capable de s'ajuster à ça, je pense que ça va être un des grands enjeux dans les prochaines années. Aligné avec ça, je pense qu'on peut se faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi se faire plaisir à Montréal, en tout cas dans ce domaine-là. Et je pense qu'être un junior dans cette industrie à Montréal, au Québec, c'est quand même favorable comme contexte. Ouais. Très bon point. je tiens à dire à nos auditeurs qu'on n'est pas sponsorisé par la ville de Montréal. Non, du tout. Bon, merci à tous en tout cas. Merci à Et toi. bientôt. Merci, c'était cool.